Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Ah, moi j'adore ça, quand l'émission commence avec des grands éclats de rire. Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube Radio. Alors les deux femmes que vous entendez rire avec moi en studio, c'est bon d'abord évidemment Cybèle Olivier. Bonjour Salut, Cybèle, comment Sophie. vas-tu? Eh bien là, stressée, contente, je me demande ce qui s'en vient. Là. C'était un peu ça les rires. On va te faire pogner avec quelque chose. Ah, on va peut-être se faire pogner avec quelque chose parce que hier, le 1er avril, bon... Tout le monde a redoublé, plein d'entreprises ont vraiment redoublé d'imagination. Même les politiciens sont rentrés dans le jeu. Comme chaque année, le 1er avril, c'est rempli de monde, d'entreprises, d'organismes qui font des poissons d'avril. Donc, plus c'est énorme, plus on se pose des questions, surtout dans l'état actuel de la situation mondiale, avec le clown en chef qui est à Washington. Des fois, on se dit, ben, coudonc, c'est un poisson d'avril ou c'est pas? Alors, ma prochaine invitée, Hélène Boudreau, a mis sur ses médias sociaux une image qu'on va voir à l'instant, dans laquelle elle annonçait à grand renfort d'images très parlantes. Elle nous annonçait qu'elle lançait en compagnie de la compagnie québécoise Spark Energy, une boisson énergisante à saveur de gummy bears. Je me suis dit, coudonc, c'est encore une affaire de poisson d'avril, comme, mettons, Fairmount Bagel puis Saint-Viateur Bagel qui annoncent qu'ils font une fusion. Je me suis dit, est-ce que c'est un poisson d'avril ou pas? La meilleure façon de le savoir, c'est de demander à Hélène, que j'adore, de venir me rejoindre dans le studio. Bonjour Hélène. Allô, bonjour. Alors, écoute, d'abord, je viens de dire que je t'adore, puis il y a beaucoup de gens que ça chicote, parce que moi, ça fait des mois, des années, que je te trouve drôle, que tu me surprends à chaque fois. Tu n'es jamais là où on pense que tu vas être. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ma fascination pour toi. Des gens qui trouvent que, je sais pas, t'es pas une bonne fréquentation. Est-ce que des fois, ça te fait de la peine que les gens pensent ça? Parlez-en bien, parlez-en mal. Ça, c'est ma citation depuis toujours. Mais non, ça me fait pas... Ça te fait pas un pli sur la bedaine? Non. Non. Ben, c'est sûr que depuis quelque temps, j'aimerais changer mon contenu plus comme influenceur et non pornographique. Ah, OK. Ouais. Ah bon, tu nous annonces ça aujourd'hui? Ah, ben, ça fait longtemps. Ben, oui. Pas longtemps, mais comme je l'ai annoncé dans un podcast aussi, que je suis comme plus... tu sais, je suis tannée un peu de OnlyFans. Tu sais, ça fait... OK. Mais parce que tu as gagné beaucoup d'argent avec OnlyFans. Oui, et j'en gagne encore. Continue à en gagner. Ouais. Tu nous avais annoncé à un moment donné de t'acheter une voiture de luxe et tout ça. Est-ce que la raison pour laquelle tu fais ce changement-là, c'est parce que influenceuse, c'est plus payant? Ou c'est juste parce que vraiment, tu es tannée de ce contenu-là? Non, je suis tannée de ce contenu-là, mais c'est sûr que le contenu pour adultes est très payant. Donc, fait que t'es comme un dilemme. Oui, ben c'est comme un cercle vicieux. Ouais. Donc, je reste dans ce cercle-là, mais j'essaie de plus en plus d'en sortir pour faire autre chose. D'accord. Innover. Alors, la grande question, donc hier, t'annonces sur les médias sociaux, tu choisis évidemment la date du 1er avril et tu nous annonces que tu sors une boisson énergisante au Gummy Bear. Est-ce que tu peux rappeler, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'il y a peut-être des gens de moins de 18 ans qui nous écoutent, juste nous rappeler pourquoi ton nom est à tout jamais associé aux Gummy Bears, aux petites nounours en gelée, là. Ça pourquoi? fait déjà 3 ans. Hein? Oui. 3 ans. Le temps passe tellement vite quand on se rend des gummy bears quelque part. Bon, oui. Je te laisse expliquer. Donc, en 2022, j'ai fait une webcam, webcam show, et je me suis insérée des gummy bears et ça l'a coulé partout. D'accord. Ouais. C'est ça. Il y a peut-être des gens qui sont en train de manger. Mais rentrer des gummy bears... dans un orifice. Oui, dans un orifice. On va rester discret. Donc, ça l'a fait la polémique au Québec. Pourquoi?
Je sais pas. Je sais pas. On m'en parle encore et encore et encore sur TikTok. Tout le monde. Je suis Miss Gummy Bears. Ça, c'est mon nom. J'aimerais que tu te tournes parce que là, t'es arrivé avec un chandail et c'est marqué donc Gummy Bears. Et là, Spark, parce que c'est la compagnie avec laquelle supposément, parce que c'est peut-être un poisson d'avril, avec laquelle supposément tu t'es associé. Alors, c'est le moment de la révélation. Mesdames et messieurs, vous étiez suspendus aux lèvres d'Hélène Boudreau. Puis, c'est un poisson d'avril ou pas, cette affaire-là? Eh ben, Spark, ils m'ont donné carte blanche pour faire tout le marketing autour de ça. Puis, j'ai choisi de sortir le 1er avril parce que ça fait quand même longtemps, les Gummy Bears. Ouais. Puis, mais je suis quand même associée à ça. Puis, ils m'ont dit que ça serait drôle de faire une joke avec ça. Donc, vu que mon histoire, c'est les Gummy Bears dans un orifice, j'ai envoyé plusieurs boîtes d'influenceurs. Ouais. Donc, plein d'influenceurs les ont reçues. C'est des boîtes avec 3 boissons de Gummy Bears, mais il y en a une qui goûte la menthe. Oh non. Oui. OK. Alors, c'est pour ça. Donc, Cybèle, est-ce qu'on peut avoir la caméra sur Cybèle? Parce que Cybèle vient de découvrir, parce que on va faire une dégustation en direct. Puis toi donc, non plus, excuse-moi, tu sais pas c'est laquelle? Ou je sais non, pas c'est laquelle. moi non plus. Hélène non plus, c'est pas. OK, parce que Alors, ça n'a pas rapport à l'emballage. OK, là, je vais peut-être... Cybèle. Ah, Alors, tabarouette. donc, t'en as une pour moi. Attends, je vais aller la Ouais. porter. Ah, t'es fine. Ah, t'es fine, Merci beaucoup. Ah, là, donc, je choisis pour il y en a moi. 3. Ouh. Alors, on va découvrir... Bon, d'abord, donc, alors, c'est pas un poisson d'avril, mais c'est un peu un poisson d'avril. Oui, exact. J'ai décidé de faire le poisson d'avril parce que c'était drôle. Puis j'ai décidé de faire une petite canette comme pour rappeler l'histoire, la vraie histoire des Gummy Bears. OK, mais si on va sur le site de Spark, on peut commander quand même le drink. C'est en vente dans toutes les shops santé aussi. OK. Alors, juste pour confirmer à tout le monde. Donc, c'est la partie qui est le poisson d'avril, c'est le fait qu'il y en a un qui goûte le... C'est sûr, c'est moi qui l'ai en passant. Ben, c'est sûr. Oui, mais c'est juste pour les influenceurs. Okay. Les boissons. Monsieur et madame, tout le monde, c'est vraiment juste un vrai bon drink. Okay. Oui, vrai bon drink aux Gummy Bears. Ouvre le tien. Cybèle, est-ce que le tien est ouvert? Oui. OK. Alors, il nous reste 5 minutes, donc on est mieux de se dépêcher. OK. Donc, à la voix. OK, 1, 2, 3. Cybèle, non, s'il je te peux plaît. pas, je l'ai senti. Cybèle, 1, 2, 3. Ben, c'est pas si... Ben... Oh non, je savais que c'est moi qui allais l'avoir. Ben, c'est pas si pire que ça, là, mais l'odeur était vraiment pire. L'odeur est non, pire que l'arrière-goût, il est terrible. Oh my God. Est-ce qu'on peut avoir la caméra sur Cybèle? C'est quoi? Ben, décris-nous, ça sent comme vraiment les œufs pourris, quelque chose, genre? OK. Ben, mais c'est des saveurs naturelles. D'accord. Ben, ça sent, on dirait que, en fait, ça sent l'aluminium moisi, si je peux le dire comme ça. Puis, mais comment de l'aluminium peut être moisi? Imagine de l'odeur d'aluminium, mais couplé à peut-être... Ouf! OK, bon. OK, vraiment du soufre. Dégueulasse. Donc, en fait, ben, désolée, Cybèle, t'as imposé ça. Ça aurait pu très bien être toi qui tombe dessus. J'en avais dans la boîte, il y a un idée. petit dessin caca. Ouais. J'en avais aucune idée, mais dans les shops santé, c'est vraiment aux Gummy Bears. OK, parfait. Ouais. On te croit pas. Moi, je pense que dans les écoles d'études commerciales, comme par exemple HEC, il y a des départements de marketing, je pense qu'on devrait étudier le cas Hélène Boudreau, I Am Helly, parce que depuis le début, il faut rappeler quand même que la façon dont on t'a connu, c'était il y a 2 ans maintenant. Non, ça va faire 4 ans. 4 ans, mon Dieu, que le temps passe vite quand on se montre les 3 ans avec les Gummy Bears, puis 4 ans avec Lucam. Avec Lucam. Excuse-moi, merci. Heureusement que tu es là pour me rappeler à l'ordre. Donc, il y a 4 ans, au mois de février, tu avais mis une photo de toi avec ton diplôme de Lucam et tu avais les seins exposés. Oui. Hein? Et bon, Lucam était furieuse contre toi. Il m'a envoyé en cours. Donc, tu sais, j'ai fait une poursuite en cours et j'ai gagné. Puis, il y a eu aussi les Gummy Bears. Mais ces 2 événements dans ma vie, c'était des événements négatifs que j'ai transformés en marketing pour ramasser des sous. Et, tu sais, un événement négatif que j'ai transformé en positif.
Oui, mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui disent 2025, 2024, 2023, ça fait, mettons, depuis 2020, on vit vraiment à l'ère de l'auto-marketing. C'est-à-dire que toi, le produit que tu vends, c'est toi-même. Tu vends ton image, tu vends ta réputation. Tu sais, tu vas faire une chirurgie à Pétaouchnok, tu le documentes, tu mets des photos et tout ça. La moindre chose de ton quotidien devient le produit que tu vends. Donc, t'as quand même un sens assez inné de comment te vendre. Oui, exact. On est dans l'ère des influenceurs, donc je sais pas, je l'avais dans moi depuis le début, puis j'aime ça me fascine le marketing. Puis je trouve que le marketing, ça se rapporte automatiquement à l'art visuel, médiatique que j'ai étudié à l'UQAM. Ouais. Donc, je mets ces deux éléments ensemble et ça forme mes pubs, mon contenu. Parce que dans le fond, je m'excuse de faire une comparaison qui va peut-être faire hurler les puristes, mais Andy Warhol qui prend des cannes de soupe Campbell puis qui dit ben ça c'est de l'art. Pourquoi c'est de l'art? Parce que moi je suis un artiste et tout ce que je touche c'est de l'art. Ben toi, t'es un peu l'équivalent Gummy Bear. Mais c'est drôle que tu me dis ça parce Pourquoi? que Andy Warhol, c'est vraiment mon idole. Ouais. J'ai de la misère. Warhol. Ben lui, là, le gars avec les cheveux blancs. C'est un de mes idoles. Donc, oui, je me rapporte beaucoup à lui quand que je fais mon art et ma création de contenu. Et tu sais qu'il y a, dans un autre sujet qui est un tout petit peu relié, il y a un artiste italien, puis là, je sais pas, peut-être Hugo va le retrouver, qui avait supposément mis ses excréments dans des boîtes de conserve et qui a vendu ça, et ça s'est vendu des milliers de dollars. Oui, et il y en a même dans certains musées. J'ai étudié ça en art aussi. Mais en fait, Piero tout peut Manzoni. être de l'art. Oui, tout peut être de l'art. Comment il s'appelait? Piero Manzoni. Ah, t'es fine. Merci, Cybèle. T'es parfaite. Parce qu'elle, elle l'a avalé de travers, ton... J'ai encore l'arrière-goût. Je suis désolée. Mais justement, tout le monde me dit ton diplôme te sert à rien. Non, mon diplôme me sert dans la vie de tous les jours parce que je transforme tout en une sorte d'art. Ben moi, je pense que l'UQAM devrait être super fier de toi. Et quand ils font la promotion des gens qui sont allés à l'UQAM et qui font rayonner l'UQAM, ils devraient te mettre là-dedans. Moi, je trinque à ça parce que moi, j'ai eu la petite canette chanteuse. Mascotte de l'UQAM. Merci beaucoup de venir. À chaque fois que je t'appelle, tu viens, t'es fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup. Bon coup de marketing. Sophie Durocher. Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Hier soir, j'étais à l'Espace Saint-Denis. Ça, c'est la salle intime du Théâtre Saint-Denis. J'étais là pour écouter un tout jeune débutant, quelqu'un qui commence en musique, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'avenir. Il faisait un spectacle acoustique vraiment magnifique avec des bougies partout. Mais c'était bizarre parce qu'il vient de commencer dans le métier, puis tout le monde dans la salle connaissait ses chansons. Je sais pas, c'était vraiment étrange. Éric Lapointe, bonjour. Bonjour. Mais je dis ça, Éric, parce que honnêtement... oui, tout le monde dans la salle connaissait par cœur tes chansons, mais c'est comme si on redécouvrait tes chansons, comme si on les entendait pour la première fois, parce qu'il n'y avait pas de guitare électrique, parce qu'il n'y avait pas de drum, parce que tu les as comme épuré, les chansons. Ben, épuré, oui. Ben, écoute, tout ça s'est passé pendant la pandémie. Évidemment, on était les premiers, le spectacle, on était les premiers arrêtés, les derniers recommencés. Ouais. Donc, pendant la pandémie, on s'est dit pourquoi pas. On a revisité les chansons. On a revisité les chansons d'une façon vraiment acoustique, mais on a repensé les arrangements complètement. Puis je me suis aussi... j'ai essayé de les chanter d'une façon différente aussi. Plus doux, j'enregistrais le matin. Puis, parce qu'habituellement, tu dors le matin. Ouais, ben c'est plutôt que les autres albums, je travaillais plutôt de nuit. Puis là, j'essayais d'avoir une autre approche, finalement, face aux chansons, puis les redécouvrir moi-même aussi. Me replonger dans ces chansons-là qui ont pris une autre dimension avec les années, puis avec l'orchestration plus dépouillée, qui laisse peut-être plus de place à l'émotion et au texte. Oui. Et au jeu aussi théâtral derrière l'interprétation d'une chanson, tu sais.
Donc, on a fait l'album, puis on n'avait pas eu la chance de mettre ça, de l'embarquer sur sa route. Puis là, ben, on a décidé de le faire, puis c'est vraiment le fun. C'est complètement d'autres choses que mes shows rock'n'roll. C'est une autre atmosphère. Je suis en train d'apprivoiser ça. L'espèce, l'intimité, les silences. Évidemment, je parle plus. Oui. Je parle, oui, de la création des chansons, ce qu'il y a derrière les chansons. Puis on découvre, je pense, qu'il y a certaines chansons qui, masquées par les arrangements, les guitares électriques, le drum, tout ça, on perd un peu le texte puis le sens même de la chanson et souvent même la beauté de la mélodie. Tout à fait. Donc, il y a certaines chansons que je préfère la version acoustique, finalement. Oui, puis tu nous l'as dit hier soir, parce que tu parles beaucoup. Ben, dans tes spectacles, tu parles habituellement. Tu me le diras en hors d'onde si je parle trop dans le... Ben, je peux te le dire là, tu parles pas trop. Non, au contraire, moi-même, j'en aurais pris plus parce que tu nous parles beaucoup du processus créatif. Et tu nous parles un petit peu de ta vie, tu nous parles de tes enfants, bon, de ta mère, tout ça. Mais moi, ce qui me fascine, c'est le processus créatif. Comment on en arrive, comment tu arrives à t'asseoir avec Roger Tabra, comment tu travailles avec Stéphane Dufour, comment tu travailles avec... tu sais, puis pourquoi tu as un coup de foudre pour une chanson, puis tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me fascine. Et les gens dans la salle t'ont offert un silence, une écoute extraordinaire. Oui. Écoute, c'est la 10e fois qu'on le faisait. C'est la première fois qu'on le faisait à Montréal, mais c'est la 10e fois qu'on faisait ce show-là. Puis partout, les gens, la réception est super le fun. Puis je le dis d'emblée au début du show, pour ceux qui nous ont déjà vu en show, c'est complètement on est show. ailleurs. C'est ailleurs. On est ailleurs. Puis les gens sont hyper respectueux. Puis avec le band aussi, on commence à se placer puis à prendre nos repas parce que j'ai dit aux musiciens... Là, vous avez chacun un micro, exprimez-vous, je veux qu'ils sentent l'atmosphère de l'esprit d'équipe qu'on a, oui. La gang, parce que même les musiciens, ça fait 25, 30 ans qu'on travaille ensemble, puis quand on est dans un local, mettons, on répète, il y a de l'interaction, on sent l'énergie. Puis niaise, Stéphane Dufour, le petit jeune, ils sont là, et on le sent sur scène, c'est ça, Cybèle, c'est génial, parce que les musiciens interviennent, des fois, ils t'interrompent pendant que t'es en train de parler, puis on sent que c'est vraiment spontané, là. Ben, c'est un peu ce que je voulais créer dans ce show-là. C'est vraiment, premièrement, de me mettre en danger, de le mettre de côté, mon saut de rockstar puis de rocker pour vraiment, c'est Eric qui monte sur scène, puis c'est... je voulais quelque chose de simple, d'authentique, je voulais me sentir vulnérable, je voulais être en danger. Mais c'était quoi le danger, Eric? Ben, le danger, je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise que je pense, que je prévoyais l'être, parce que je savais d'emblée que, non, j'allais avoir à parler plus, à me dévoiler plus. Puis, ce qui m'a toujours fait peur quand je montais mes shows rock, c'était, je voulais absolument qu'il n'y ait aucun silence. Donc, les changements de guitare. Pas de temps mort, faut que ça roule. Tout était planifié pour que, dès que la claque s'éteigne un peu, il y a une autre chanson qui décolle. Tout était... et là, à l'inverse, faut que je m'applique à me servir du silence comme d'une arme, puis pour créer l'émotion, puis prendre le temps aussi, justement, d'expliquer ce qu'il y a derrière les chansons, puis la création des chansons, puis le travail d'équipe qu'il y a là-dedans, puis c'est... Tu sais, les chansons, ça tombe pas du ciel. Ouais. Et à un moment donné, tu chantes une toune de Ferland, une toune de Jean-Pierre Ferland. Je manque pas d'occasion. Et, il y en a plein, parce que tu en as reprises plusieurs. Tu aurais pu prendre Qu'est-ce que ça peut bien faire, peu importe. Bon, tu as choisi Si je savais parler aux femmes. Et ça, je trouve que c'est tellement un choix génial. Parce que c'est une des tounes de Ferland où il dit, tu sais, si je savais parler aux femmes, je me collerais contre toi, puis mes cheveux se mélangeraient avec tes cheveux, puis là, je mettrais ma tête dans ton cou. En tout cas, en gros, là, il le dit bien mieux que ça. Et je trouve que, dans le fond, c'est un petit peu ce que tu fais avec ce spectacle-là. T'as chanté Si je savais parler aux femmes, mais ça pourrait être Si je savais parler à mon public, dans le fond. Ouais, ben écoute, c'est ça que l'œuvre de Ferland. Je chanterais l'ensemble de l'œuvre. Ben, à chaque fois que j'ai l'occasion, c'est toujours un plaisir d'interpréter des grandes chansons comme ça. Puis, celle-là m'a toujours parlé beaucoup. Puis, c'était l'occasion rêvée pour la faire. Puis c'est sûr que le show, vu évidemment, il y a beaucoup de ballades dans le show,
beaucoup de ballades. Donc, on parle beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de chansons d'amour. Puis de chansons de rupture amoureuse aussi. Donc, je pense que Si je savais parler aux femmes, s'intégrait bien dans la thématique du show, tout simplement. Sur le site de l'Espace Saint-Denis, il y a un petit extrait d'une vidéo qui a été prise pendant que tu fais une de mes tunes préférées, une tune qui a été écrite par Roger Tabra. Et quand on dit que les nouveaux arrangements ou la version acoustique donne une nouvelle couleur à une chanson, on en a vraiment la preuve avec cette chanson-là. C'est Mon ange, mais version acoustique, comme un peu hispanisante. On a l'impression d'être quelque part à Séville, trouves-tu? Ouais, ben écoute, c'est sûr que c'est une chanson que j'ai composée au piano au départ, puis on l'avait laissée... ça, c'est la preuve qu'on sait jamais si une chanson va marcher ou pas. Parce que, je l'avais fait au piano, puis on l'a disqué, puis on l'a laissé complètement nu pour l'album parce qu'on pensait que ça allait être une chanson, entre guillemets, d'album et non pas un extrait radio, parce qu'elle est relativement longue. Vous êtes mis le doigt dans l'œil pour rien que... Ben, on s'est rendu compte en commençant à tourner que c'est celle-là que les gens chantaient. La preuve, c'est le public qui décide toujours en bout de course. Puis là, avec les années, on l'a tellement fait, c'est une occasion de l'amener ailleurs, de donner... puis ça lui donne une autre émotion aussi. Ouais, on a l'impression que c'est quasiment un flamenco. En tout cas, il y a quelque chose de magnifique. On écoute un petit extrait de Mon ange, version acoustique. Ce monde sera jamais beau. Le monde est tellement fou. Ce monde, j'en aurais fait cadeau. Heureusement, tu changes tout. Ça, là, cette guitare-là, quand la guitare embarque, là, c'est pour ça que je dis, c'est un peu Séville, flamenco. Le petit Paco Dufour. Oui, c'est comme Paco de Lucia, ouais, un grand guitariste espagnol. Ben, écoute, c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc, quand on a pris cette tendance-là, quand on s'est lancé là-dedans, puis la mélodie se prête bien aussi. Ouais. Je m'amuse. Tu dis que le ton change. C'est sûr que acoustique, tu vas pas te mettre à sauter partout, puis tu sais la façon dont ton expression corporelle est pas la même avec un spectacle acoustique. C'est sûr que ça serait bizarre. Ça ferait étrange. À sauter partout puis à me pitcher à genoux. Non, faut que je m'adapte, mais c'est aussi dans la façon d'aborder les chansons. C'est comme quand j'ai enregistré l'album aussi, je l'ai abordé complètement différemment. Puis il y a certaines chansons, j'ai baissé les tonalités pour pouvoir chanter plus doux, avec plus d'air dans ma voix, plus de sensibilité, déposer les mots plutôt que les lancer. Les lancer. Ouais. Déposer les mots. C'est une très, très belle expression. Et donc, tu le dis, ça fait 10 fois que tu présentes ce spectacle-là. Oui. Là, tu continues la tournée. Là, je vais pas donner toutes les dates. Je dirais pas à ma grande surprise, mais heureusement... Les gens aiment ça. Les billets sont envolés très, très rapidement. Là, tu vois, il nous en reste il nous reste 3 shows d'ici au mois de mai, puis on en a 6 au mois de novembre. Puis il y en a déjà on en a booké plusieurs pour l'année prochaine. Puis, Cybèle a un commentaire ou une question? Moi, j'entends ça, puis j'adore, puis je me dis, je me verrais aller voir un spectacle comme ça. À quel point pensez-vous qu'il va y avoir des gens qui vous connaissent évidemment, qui vous suivent, mais peut-être pour qui vos premiers shows, c'est pas vraiment leur tasse de thé, mais qui entendent ça, qui se disent, hey, wow, je vais redécouvrir Éric Lapointe? Bonne question. C'est drôle parce que pendant les 10 shows qu'on vient de faire, je faisais par applaudissement, je demandais aux gens lesquels nous ont déjà vus en spectacle. Puis la majeure partie des spectacles, il y avait en 20 et 30% des gens qui ne m'avaient jamais vu en spectacle. Donc peut-être qui attendaient ce moment-là, ou ils ont peur du rock'n'roll, je sais pas. Mais c'est le fun, ça attire un autre public, c'est vraiment cool. Puis le monde qui nous ont déjà vu en show, ils découvrent une autre partie de mon univers, puis peut-être une autre partie de ma personnalité aussi, parce que je me permets de faire mon comique un peu aussi, là. Je me suis découvert un sens de l'humour. Un humoriste en devenir, si jamais devenir, ça. Je sais pas.
à quand mon one-man show. un spectacle humoristique? Alors, peut-être un spectacle humoristique. Moi, je pense que la version de Mon Ange avec les guitares espagnoles, tu pourrais l'intégrer dans un show rock. Et moi, je te fais une demande spéciale. J'aimerais bien qu'à un moment donné, au cours des prochaines années, tu fasses un album complet hommage à Jean-Pierre Ferland. Ben, je l'enregistre. Ben, je t'avoue, j'y ai pensé déjà. J'y pense depuis longtemps. De toute façon, je pense que c'est assez, son décès, c'est assez récent. Mais c'est sûr que ça mijote dans ma tête. Mais Ça va faire un an, le 27 avril. Oui, mais il y a nos auditeurs qui nous dit que c'est Luc Lachance de Montréal qui s'en va vous voir à Sainte-Agathe, qui a très hâte d'aller, qui a déjà ses billets qui a hâte. Oui, exactement. À Sainte-Agathe, oui. Éric, merci beaucoup. On a réussi à faire toute une entrevue parler juste de musique. J'adore ça. Ça faisait des années que j'attendais ça. Merci beaucoup, Éric. Merci à toi. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors, il y a quelques semaines de ça, c'était le 17 février, je pense, à l'émission ici, on avait reçu Raphaël Provost, oui, c'est ça, que vous connaissez bien, qui vient régulièrement à l'émission, qui travaille pour l'organisme Ensemble pour la diversité. Et il était venu témoigner du fait qu'il avait été la cible d'une agression sexuelle. Et moi, je trouvais ça très courageux qu'un homme vienne en parler publiquement. Je veux juste vous rappeler peut-être un petit extrait de cette entrevue que Raphaël Prévost nous avait donnée. Provost. On prend un verre et la personne devient un peu plus insistante. Donc, je comprends clairement ce qu'elle veut, puis elle a l'air de vouloir que ça se passe rapidement. Donc, on vient à avoir un rapport. Et dès que les premières étapes se font, quand il a baissé ses culottes, ça me tentait plus. T'as le droit. Et j'ai le droit. Bien sûr, t'as le droit. On peut arrêter à tout moment. À n'importe quel moment. Et je demande justement à ce que ça arrête. Ouais. Mais il a insisté, physiquement et verbalement. Je l'ai repoussé et je ne m'étais jamais entendu dire non de cette façon-là. En le repoussant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais pour lui, c'est un signal de continuer. C'est très troublant comme témoignage. On salue encore le courage de Raphaël, surtout qu'il a été très critiqué. Il y a beaucoup de gens qui s'en sont pris à lui, mais il y a des gens qui ont salué le courage de Raphaël. C'est l'organisme CRIFAS, qui est un organisme justement qui vient en aide aux hommes qui ont été la cible d'agressions sexuelles. Et j'ai avec moi Martine Poirier, qui est directrice générale du Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement et leur entourage. Bonjour, Madame Poirier. Bonjour, Mme Durocher. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, c'est tout à fait normal. C'est un sujet qui me touche énormément. Dans quelle mesure, quand quelqu'un comme Raphaël témoigne publiquement à visage découvert, dans quelle mesure ça incite, par exemple, des gens qui ont été aussi victimes à aller de l'avant et à témoigner? Vous savez, l'agression sexuelle en soi, peu importe qui la vit, c'est un tabou. C'est très difficile d'en parler, c'est très difficile de le dévoiler. Et puis quand ça arrive dans la vie d'un homme, c'est le tabou dans le tabou. Les hommes sont encore très peu crus quand ils font un dévoilement d'agression sexuelle. Donc, c'est encore plus difficile pour eux de dévoiler ce qu'ils ont vécu. Donc, vous devez combattre deux tabous à la fois avec votre organisme. Vous nous avez fait parvenir à Hugo un certain nombre de chiffres. Donc, je veux juste être bien sûr de bien vous citer. Vous dites, les hommes attendent généralement entre 20 et 30 ans avant d'aller chercher de l'aide. Pourquoi? Ils ont de la difficulté à se l'admettre à eux-mêmes ou à l'admettre aux autres? Vous avez raison. Souvent, c'est comme ça. Le premier réflexe, déjà, ils ont honte, ils se sentent coupables d'avoir vécu ça. Et souvent, ils s'identifient pas que ce qu'ils ont vécu, c'est un abus sexuel. Que ce soit à l'enfance, à l'âge adulte, des fois, c'est un peu plus... ils sont un peu plus conscients que c'est un abus, mais à l'enfance, c'est très difficile pour eux. Et toute la société, comment on voit l'agression sexuelle chez les hommes, on revient toujours dans les tabous encore et dans les mythes. Un homme, non, c'est fort. Un homme, ça peut se défendre. Il faut... Un homme, ça se laisse pas faire. Ça se laisse pas faire. Non, t'es chanceux. C'était ton professeur. T'es chanceux. T'as découvert une vie sexuelle rapidement. Mais c'est pas ça, là. On est encore très, très loin d'un consentement et d'une relation voulue et désirée.
un adulte sur un enfant, ça n'a pas de sens. C'est encore tous ces mythes-là qu'on a beaucoup, beaucoup à travailler pour que les hommes se sentent un petit peu plus... Cru, accueilli, oui. puis qu'il n'y ait pas de doute quand ils vont le dévoiler à quelqu'un. On entend souvent dans les cas d'agression sexuelle, on vous croit. Tu sais, le fameux hashtag on vous croit. On n'entend pas souvent et on lit pas souvent on vous croit les hommes. Et oui. C'est un peu difficile. Donc, est-ce qu'on serait dû pour un MeToo au masculin? Absolument. Oui? Absolument. Vous savez, nous, on existe depuis 97 et on est le seul organisme pour toute l'île de Montréal. L'île de Montréal, c'est quand même à peu près la moitié de la population du Québec, là. On est tout seul pour desservir ces hommes-là, pour véhiculer le message, pour les accueillir comme il faut dans leur dévoilement. C'est pas facile. Si vous saviez le nombre de fois que quand les hommes appellent chez nous pour faire des demandes d'aide, c'est oui, bonjour, on m'a référé chez vous, j'aurais besoin d'aide parce que c'est ça, j'ai besoin d'aide. Ils ont encore la difficulté à le verbaliser. J'ai vécu une agression sexuelle, j'ai vécu un abus sexuel, j'ai été violée. C'est difficile encore pour un homme d'être capable de le dire parce qu'ils sont rarement crus. Fait que c'est déjà là, ce pas-là est difficile à faire. De le prendre la parole publiquement comme Raphaël l'a fait, c'est énorme. Et il en a payé le prix. Hein. Et il en a payé le prix. Ça n'a pas été facile pour lui. Et j'ai dénoncé ça d'ailleurs sur les ondes de Cube. Vas-y, Cybèle. Merci. Il y a des gens qui nous écoutent présentement. Un homme en particulier qui nous dit « Merci encore à CRIFAS pour mes 2 années d'aide en thérapie sur mon agression sexuelle que j'ai subie à 12 ans. J'avais 50 ans quand je suis allée les rencontrer. » Donc, voyez-vous, il y a des gens qui nous écoutent et qui ont reçu votre aide et qui en sont reconnaissants. Ça vous touche, Mme Poirier? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que chaque personne, on l'accueille avec toute sa vulnérabilité. On ne met jamais en doute ce qu'il nous raconte. Puis, on travaille en équipe et on met vraiment tout ce qu'on... On est en constante formation pour essayer d'avoir les meilleurs outils possibles à leur offrir pour qu'ils puissent reprendre du pouvoir sur leur vie. Puis quand on les voit sortir, mon Dieu, c'est toujours émouvant. Quand on les voit ressortir de chez nous, la tête haute, avec la reprise du pouvoir sur leur vie, de leur dignité, j'ai le droit d'être ce que je suis et mon passé ne fait pas de moi ce que j'ai vécu. C'est énorme. Oui. Oui, il y a beaucoup de gens qui réagissent. Oui, il y a Roger qui nous dit, il y a aussi un éléphant dans la pièce, puis je serais curieuse de vous entendre là-dessus. Il dit, combien d'hommes adultes se sont fait violer par leurs blondes qui leur ont sauté dessus en fin de soirée? C'est pas parce qu'un homme bande qui est réellement consentant, d'autres deviendront pères par la suite, etc. Et le viol conjugal existe dans ce sens-là aussi. Ça, très important. C'est Roger qui nous a écrit? Oui, exactement. Merci, Roger. C'est un très bon point. Madame Poirier, vous réagissez comment? Je réagis comme, mon Dieu, écoutez, ça fait partie de nos statistiques. C'est environ 16% des hommes qui viennent chez nous qui ont vécu des abus sexuels faits par une femme. C'est déjà... Leur conjointe ou pas, mais une femme. Par une femme. Ouais. Fait que 16%, c'est beaucoup, c'est beaucoup, là, les amis. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la pointe de l'iceberg, on s'entend, là. Il y a tellement de préjugés par rapport à ça. Si je peux me permettre, dans un entourage des gens de mon âge, j'ai souvent entendu que c'est comme pas vraiment possible pour un gars. Parce qu'on se dit, ça à quel point ça n'entendait pas. Ouais. Est-ce qu'il n'y avait pas la force physique de repousser physiquement l'autre, alors qu'à l'inverse, une femme, souvent, on va dire, écoute, j'ai pas la force non plus de repousser. Et ça, j'imagine que c'est un énorme préjugé que vous entendez constamment. Oui, très, très, très souvent. Puis, je pense qu'il faut très mal connaître comment un humain réagit quand il est en position de danger, d'un éventuel trauma là, qui s'approche de lui. J'ai juste les termes en anglais, là, fix, fight or fly. Là, c'est comme ça que le corps réagit. Le système nerveux. Soit on fige, soit on combat, soit on fuit. C'est ça, exactement. D'autres chiffres pour tous les gens qui nous écoutent. Un homme sur 6 sera victime d'une agression sexuelle au cours de sa vie. Et ça, c'est une statistique qui peut surprendre. Mais si on commence à réfléchir, si on lit les journaux un petit peu, les entraîneurs sportifs, c'est quasiment une fois par mois, on entend parler d'un entraîneur sportif qui s'en est pris à des garçons qui étaient sous sa gouverne ou sous sa responsabilité, des éducateurs, les communautés religieuses pendant des années.
pendant des années, des décennies, pour ne pas dire des siècles. Et en plus, quand il y en avait un curé qui se faisait pogner, que faisait l'Église catholique? Elle le déplaçait pour l'envoyer dans une autre paroisse pour qu'il puisse abuser d'autres. Et dans ce cas-là, les abus dans les organisations religieuses, beaucoup de victimes garçons. Plus de victimes garçons que de victimes filles. Oui, j'aurais tendance à le penser, oui, effectivement. J'ai pas la statistique du côté des femmes, mais il y en a beaucoup du côté des hommes, effectivement. Et dans ce cas-là, en plus, on rajoute un troisième tabou. Parce que à l'époque, dans la société québécoise, tu n'allais pas dire que tu t'étais fait violer, tu n'allais pas dire que tu t'es fait... Et tu n'allais pas dire que tu t'es fait violer si t'es un gars, et en plus par le curé, alors que tout le monde te dit, voyons, le curé, c'est la personne la plus importante dans la paroisse, là. Oh, oui, et qui était absous de tout mauvais comportement, là. Il pouvait pas faire de mauvaises choses. C'est quoi le message que vous voulez envoyer à des hommes qui nous écoutent ou à des conjointes d'hommes qui sont pas capables, qui sont pas encore capables de faire le geste? D'ailleurs, je vais donner le numéro de téléphone pour vous joindre, super important. Hugo me l'a mis quelque part. Ah oui, alors le téléphone, c'est le 514. Oui. 529-5567. Votre organisme s'écrit CRIPHASE.org. C'est votre site Internet. Oui, donc, pour encourager les gars qui nous écoutent, là. La première chose, c'est de s'écouter. On fait la démarche quand on est prêt, pas quand quelqu'un nous dit d'aller le faire. OK? S'ils n'ont pas choisi de se faire agresser, on va leur laisser le choix de quel moment ils vont aller chercher de l'aide. Bien dit. C'est sûr qu'ils peuvent venir chez nous s'ils habitent à Montréal. On va les accueillir, c'est certain. D'y aller avec, mon Dieu, avec... il y a une vie après ça, là. On peut réinscrire des nouvelles expériences, puis de les aider à remettre la responsabilité dans les mains de l'agresseur parce que c'est jamais la victime qui est responsable. Très bien dit. Peu importe comment c'est fait. Martine Poirier, vous êtes directrice générale du Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement et leur entourage. Merci beaucoup. Et on va continuer à vous écouter et à vous lire au cours des prochains jours. Je pense qu'on va peut-être revenir là-dessus. On va sûrement revenir là-dessus à l'émission. C'est une parole qui est importante, qui doit être entendue et surtout écoutée. Merci. Merci. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'on t'a pas une petite musique pour te présenter? Non, c'est tout. Ça varie, mais c'est moi, pour te présenter toi. Tout le monde a une petite musique, puis pas toi. On va travailler là-dessus. J'apprends ça aujourd'hui, moi, là. Tout le monde a sa musique, sauf là, moi. C'est la preuve que t'écoutes pas mon émission le reste du temps quand t'es pas là. Parce qu'il y a une petite musique pour Isabelle Huot, il y a une petite musique, puis il y a même un petit extrait pour Alors, ce que je peux te proposer, c'est que moi, je suis un grand siffleur. T'étais peut-être pas au courant. Ouais. Donc, je pourrais faire mon thème en sifflant. Donne-moi une chanson, n'importe laquelle. Mon ange, il est temps que je change le visage de ton... Ah. Ça y est, c'est fait, vendu. C'est un siffleux de premier blanc, mais quel autre bord de la Quel vitre? talent tu n'as Arrêtez pas? de rire. Ouais, bon, c'est une Arrêtez bonne de rire. question. Ouais. Là, c'est gens en régie, là, tout le monde Non, mais est c'est parce là. que là, on Philippe parle de... Séguin. C'est rare que je peux exprimer ce talent-là, Sophie. Regarde, Moi, je suis pour l'expression de tous les talents. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Benoît Roberge, qui est c'est le vendredi à l'émission de Richard, il a fait son propre thème. Ah oui, Il c'est est un joueur de arrivé guitare. aux gens en régie en Oui. disant, c'est vrai, Philippe, hein? Il est arrivé, puis il a patenté, parce que c'est un patenteux. Oui. Il a patenté son propre thème. Fais-lui Fait que- plaisir et appelle-le par le surnom que j'ai donné, Roberge Redford. Oh, j'aime ça. Surtout qu'il y a vraiment le physique J'ai pour complètement, ça. c'est un playboy. Roberge Redford. Donc, la prochaine fois que je le vois, je lui parle de ça. Mais là, on est là pour parler... Marc Boilard, bonjour. Bonjour. On est là pour parler des journalistes qui se font invectiver par des personnalités publiques lors de conférences de presse. Oui. Que c'est? Oui. De que c'est? Et l'angle que je veux amener, c'est leur Ouais. susceptibilité. Ils sont tellement sous au lait, les journalistes. Tu J'en sais- connais quelques-uns, là. Oui. mais- Alors, dans l'ordre, Ouais. OK, moi qui patauge dans plusieurs domaines, en première position, les humoristes. Ouais. Extrêmement susceptibles. Beaucoup de misère avec la critique. Moi, je dirais les auteurs, compositeurs, interprètes, mais si tu veux mettre les... Non, les humoristes, c'est plus. Je te le dis honnêtement. Excuse-moi, il y a juste moi puis Hugo, on la comprend. Oh. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Et en deuxième position, les journalistes. Souviens-toi du Oui. documentaire À hauteur d'homme. Ben oui. Qui avait suivi On- Bernard Landry dans sa campagne, dans les autobus. Écoute, la classe médiatique au grand complet, tous les journalistes, c'est épouvantable. On nous fait passer pour des piranhas qui étaient à l'affaire. Pourtant, c'est un documentaire.
Ouais. On voyait des gens qui étaient... mais un documentaire... Non, je ne parle pas de ce documentaire-là en particulier, mais un documentaire, tu fais des choix. Il y a des choix éditoriaux, il y a des choix de montage, il y a des choix de quelles images tu gardes, quelles images... OK, mais c'est toujours bien des vraies scènes. Ouais, mais tu sais... Bon. Michael Moore aussi, des fois, il arrive à faire dire ce qu'il veut dans les documentaires. Mais là n'est pas notre propos, jeune homme. Qu'est-ce qui m'a interpellé ce matin? C'est dans TVA Nouvelles, le titre « L'entraîneuse de la victoire perd patience » avec les médias. La Victoire de Montréal a déjà connu des meilleurs moments et l'entraîneuse-chef Cory Chevry avait la mèche courte. Ah, tu comprends? C'est ça, la nouvelle. C'est-à-dire que, oh my God, il y a quelqu'un qui a osé être de mauvaise humeur avec les journalistes. Il y a quelqu'un qui a tenu tête et en fait, parce que les journalistes les questionnaient sur une victoire ou un échec, puis elle s'est impatientée en disant, ben là, c'est parce que arrêtez de m'achaler avec ça. Voilà. En gros. Oui, exact. Et moi, je déplore ça. Parce que je pense que il y a trop de journalistes qui pensent qu'ils sont médecins sans frontières. C'est-à-dire qui ont un rôle à jouer dans la société qui est hyper important, le journalisme. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est de très grande qualité. Je l'ai toujours pensé. Moi, les petites chicanes, en tout cas, les journalistes à la face, j'embarque zéro là-dedans. La qualité du journalisme, pour moi, elle est très à la hauteur. Ouais. Ceci étant dit, c'est pas une profession qu'il faut sacraliser. Vous avez osé me répondre. Le premier qui a mis le pied là-dedans, c'est Régis Labaume. Moi, je me souviens bien, je viens de Québec. Oui. Puis dans ses premières années, Régis Labaume, c'était l'offense totale parce qu'il osait dire aux journalistes, je n'ai pas la réponse à votre question, je vais vous revenir quand je vais être prêt. Ouais. Oh ben, sacrilège. Je me souviens de Sylvain Bouchard, avec qui je travaille encore dans une autre station. Un homme de radio qu'on salue, ben absolument, oui. Sylvain, qui est un ami perso. J'adore Sylvain. Bon, mais qui lui aimait pas Labaume à cause de ça. Puis il disait, ça n'a pas de sens. Puis c'est vous, les citoyens, qui au final, vous n'avez pas les réponses. Puis je me disais en moi-même, Sylvain, il sera puni. Ouais. Mais il n'est pas puni. Il a été réélu 17 ans de temps. Voilà. Vois-tu? Parce que les gens l'aiment. Puis là, il est en tournée de promotion en ce moment, Monsieur Labaume, parce qu'il a il s'est confié à Karine Gagnon. Et il en parle de ça. Tu sais, il dit dans le fond, les gens, moi j'avais mon franc-parler. Puis il dit j'ai pas de filtre. Tu sais, c'est comme il dit des fois je pense que j'ai le syndrome de la Tourette. Genre je le pense puis ça sort comme ça. Il veut le rattraper, mais il est trop tard. Et donc, mais les gens adorent ça. Ben alors moi je suis pas en train de te dire, je fais pas mon grand leçon de com. Mon point, c'est juste de dire que si t'as des journalistes qui ont de la misère parce qu'ils sont susceptibles avec quelqu'un qui a entièrement le droit de répondre, non pas bête ou whatever. Puis encore, s'il répond bête puis qu'il est pénalisé, ça veut dire que c'est une peine, il tire dans son but. Ouais. Bon, c'est juste ça mon point. Je vais te faire écouter quand même un petit extrait, puis tu vas me dire si ça rentre dans la catégorie que tu trouves que c'est légitime ou pas. Donc, c'est Mark Carney. On sait qu'on est en période électorale, au cas où on l'aurait oublié. Mon Dieu, ça le fait rappeler tous les jours. Donc, Mark Carney qui donne une espèce de conférence de presse. Puis il y a une question d'un journaliste qui aime pas, fait que on va écouter sa réponse. Ça suffit, hein? Ouais, avoir un peu de contexte, ça pourrait être de quoi de plus intéressant, mais bon. Oui, mais tu sais, comme on est, nous, les journalistes, on est tellement de mauvaise foi, on va couper ce qu'il dit avant, on va couper ce qu'il dit après. Non, j'ironise. Mais ce que je veux dire, c'est que le journaliste, c'était une femme journaliste, d'ailleurs, qui lui posait des questions et qui revenait sur est-ce que vous allez avoir des discussions avec, je pense, avec Donald Trump, ou je me souviens plus exactement du contexte, mais à un moment donné, dans la phrase, il a dit ça suffit, parce qu'elle revenait avec une sous-question par rapport à sa question. Moi, je suis pas sûre que ça lui a fait beaucoup de tort, parce qu'il est rendu à 45% dans le dernier sondage léger. C'est une très bonne mesure de si c'est bien ou mal. Voilà. Et je peux t'amener en France, pas plus tard que amène-moi en France. La semaine passée, Jean-Luc Mélenchon, à cause, tu sais, toutes les affaires de Cyril Hanouna, on rentrera pas dans le détail, mais l'affiche jugé antisémite, etc. Bon. Et à un moment donné, il a carrément dit aux journalistes... Honnêtement, ça, je trouve que c'est une histoire qui est un peu tirée par les cheveux, parce que ils ont photographié un gars qui fait de la télévision, Cyril Hanouna, qui vient de perdre sa job parce qu'ils ont mis fin à son... Pas juste à son émission. Qui est le CRTC là-bas. Oui, bon, bref. Et donc, la LFI, qui pourtant a donné maintes et maintes fois des preuves qu'elle était assez antisémite, s'est fait accuser cette fois-là d'être antisémite parce qu'ils ont mis une photo pas flatteuse du tout de Cyril Hanouna. Tu sais, à un moment donné... Non, mais c'est pas juste pas flatteuse, c'est avec des codes que le... Non, ben, c'est ça pareil. Ouais, mais bref. Tout ça pour dire qu'il a dit... Oui, il a dit aux journalistes littéralement, taisez-vous. Parce qu'il voulait revenir là-dessus. Taisez-vous, OK? Moi, mon point, c'est juste de dire, c'est pas une offense criminelle de dire à un journaliste, taisez-vous. Sauf que si c'est... Tu
tirer dans ton propre filet, tu vas être puni. Ouais. Si t'es pas puni, à un moment donné, il y a peut-être une petite dose d'humilité du côté des journalistes de faire, j'ai le droit d'être incisif dans mes questions. D'ailleurs, c'est ce qu'on aime d'un journaliste dans un point de presse de la CAQ. Ouais. C'est que ce soit pas, c'est fantastique, il va y avoir un troisième lien. Hey, te rappelles-tu, toi, t'as à peu près le même âge que moi, tu dois t'en souvenir, il y a des années de ça. Bernard de Rome est au Téléjournal à Radio-Canada, il fait une entrevue avec Michel Chartrand, et il se trouve que c'est le jour de l'anniversaire de Michel Chartrand, et Bernard de Rome lui dit quelque chose genre, joyeux anniversaire, Monsieur Chartrand. Puis là, Chartrand est bien énervé de ça. Il dit, le human interest, ça m'intéresse pas. C'est ça, hein, Hugo? My God. Ah oui, il était choqué rare parce que lui, c'était un homme de principe. Il voulait parler des vraies affaires. Il n'y avait pas de temps à perdre à faire se souhaiter joyeux anniversaire. Tu vois, moi, je trouve ça honteusement exagéré. Ah vraiment, oui? oui. Bon, tu vois. C'est que ça n'existe pas une conversation, Sophie, qui est juste deux robots qui se parlent, dénués de tout. Bon, fait que c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est que quand t'as tout à coup l'entraîneur-chef de Victoire qui répond, ben là, je trouve que vos questions, whatever, on n'est pas hors sol. On est juste en train. Bon, ben voilà. C'est correct. C'est tout à fait correct. Et d'ailleurs, on va réécouter le Ça suffit. Parce que je pense que. Hein. Bon, c'est ça, ça suffit. Ça suffit parce qu'il est 55-46, il faut que je sorte à 56. Ça Merci suffit, beaucoup. Hein. Bonjour, Cybole. Oui, ça va devenir dangereux. Jean-Philippe va la faire jouer tout le temps. Jean-Philippe Leroux, merci. Hugo Veilleux, merci. Cybèle Olivier, merci. Désolé pour le mauvais goût dans la bouche. On se retrouve demain. Kid.